IDFM 98 de la Bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La grande dame du cannabis se dévoile avec nous ce soir, mais aussi dans un livre. Elle s'appelle Mishka, avec sur la couverture Une vie hors du commun. C'est ce que nous dit Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, que tu as connue au lycée, t'es une amie à toi. C'était, comme on dit, une camarade de classe. Et puis, on se voyait, on s'est vu à quelques occasions à l'époque en dehors du lycée. Et puis, on a passé notre bac, on a continué chacune à vivre notre vie. Et puis, il y a eu une occasion, un anniversaire, je ne sais plus, le 50e anniversaire ou le 20e, je ne sais pas, mais l'anniversaire du lycée. Et donc, quelques anciennes condisciples ont cherché à rejoindre le plus de monde possible. Et c'est à cette occasion-là qu'on s'est retrouvés avec Catherine et 3 ou 4 autres anciennes camarades de classe. Et on a pris l'habitude de se voir, de se faire un petit dîner chez l'une ou chez l'autre de temps en temps. Oui, ce qu'on se rend compte dans ton livre, moi je suis jalouse, parce que franchement, tu as des amis partout. Et tu as beaucoup d'amis et qui sont fidèles. Oui, c'est génial, des amis fidèles. Ouais. Comment fais-tu pour arriver à garder des contacts? Parce que la vie est tellement rapide qu'on perd les contacts. Enfin, moi, c'est ce qui se passe, je perds les contacts. C'est étonnant ce nombre d'amis que tu as dans ton livre. Essentiellement, j'ai deux centres par rapport à mes amis. L'un, c'est la France et Paris. Et l'autre, c'est le Canada, la Colombie-Britannique. Et ta cabane, dont on parlera. Ta cabane, tu y es allée cette année? Non, il y avait... Ah, il y a le Covid, on ne peut pas bouger, oui. Oui, c'est ça, quarantaine. On ne peut pas sortir non plus trop de là-bas, mon fils est là-bas, c'est compliqué. Alors, la grande dame du cannabis se dévoile, tu as été la première femme, on peut dire, à en parler. Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce milieu, c'est à ça que tu fais allusion. Oui, c'est-à-dire que toi, tu l'as connu, tu avais 28 ans, c'était à Vancouver, le cannabis. J'avais 28 ans tant que ça. Oui. Je suis née en 44, c'était en... Je suis pas sûre de la date exacte, ça devait être vers 72. Oui, en fait, tu avais une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans. Oui. 72 moins 44, puis tu 4, 12, 28. C'est marqué dans le livre. Oui, j'y suis venue tard. Ouais, donc c'est quand même assez tard, hein. Moi, je suis une 68arde. Je suis complètement étonnée de ne pas l'avoir découvert, de ne pas avoir rencontré des gens qui me l'aient fait découvrir. À l'époque où je vivais sur un voilier, et où par définition on rencontrait des gens qui avaient un mode de vie alternatif puisqu'ils avaient choisi de vivre sur un voilier. Oui, mais ils n'étaient peut-être pas forcément tous des fumeurs. En tout cas, ça ne s'est pas passé à ce moment-là. Alors raconte-nous la première fois où tu as tiré sur un pétard, on peut dire. Sur un stick, on va dire, parce que en Amérique du Nord, culturellement, traditionnellement, on ne fume pas avec du tabac, on fume de l'herbe pure. Et donc, en l'occurrence, c'était un stick, c'est-à-dire une extra mince cigarette avec de l'herbe pure. Donc, on est en 72. Tu te rappelles de la première fois? Oui, c'est ce que je m'apprête à te raconter. On est en 72 et il y a le même décalage entre le Canada et la France à l'époque que celui qu'on a maintenant. Celui qu'on a maintenant, c'est que le Canada a légalisé le cannabis médical il y a des années et a légalisé le cannabis, toute utilisation confondue. Récréatif, comme ils disent. Récréatif, comme on dit, il y a 2 ans. Donc, il y a vraiment 20 ans d'écart à ce niveau-là entre la France et le Canada. Et donc, c'est 1972. Moi, je suis prof de français dans le secondaire. Je rencontre des profs que je trouve vraiment sympas, qui ont une approche créative du quotidien. Et dans une soirée, ils me passent un stick. Au scandale, ça m'a fait peur parce que c'était la drogue. J'avais tous les préjugés qu'on pouvait avoir à l'époque en France et que beaucoup de gens ont encore d'ailleurs, toutes ces années plus tard. Donc j'ai fait semblant de tirer dessus, parce qu'il faut à Rome pour faire comme les Romains, c'est bien connu. Et naturellement, j'ai rien senti. La situation s'est reproduite une seconde fois, même topo. Et c'est la 3e fois que j'ai fait suffisamment confiance à mes amis et à ce qui se passait autour de moi pour vraiment tirer sur ce stick. Et très vite, j'ai découvert que l'herbe était une amie pour moi, et une alliée, parce qu'elle est restée tout ce temps-là. Oui, donc après tu t'es voyagé toute ta vie, hein, tu as vécu sur un bateau avec ton premier rhum, on peut dire, pendant une dizaine d'années. Vous avez construit ce voilier, après vous êtes revenu
jusqu'à Paris en remontant la Seine, c'est ça? Oui. Et puis après, tu as rencontré un autre homme avec lequel tu as eu des enfants. Tu es parti vivre au Canada. Tu as créé une cabane de luxe, comme tu dis, Ouais. au Canada avec tes enfants. Tu y es resté quelques années. Et tu es revenu à Paris, parce qu'au départ, tu es né à Paris. Tu as vécu ton enfance à Paris. J'ai été élevée à Paris. Mais tu n'es pas né à Paris. Non, je suis née à la fin de la guerre et mon père était juif. Oui. Et Donc, il était sous une identité d'emprunt en Dordogne. C'est là où je suis née. et c'est ce que tu expliques aussi dans ton livre en ce qui concerne ce nom de Mishka, que tu as appris un peu en référence avec ton père, puisque tu savais plus, tu as eu des soucis, tu ne pouvais pas retourner au Canada parce que tu avais des problèmes d'identité justement avec cette... C'était des problèmes intérieurs. J'ai pas eu de problème administratif, mais c'était la difficulté de mettre le doigt sur le nom de famille qui me correspondait vraiment. Et comme on a longtemps été et qu'on est encore une société patriarcale et patrilinéaire, c'est-à-dire que la transmission du nom et des avoirs se fait par les hommes. Beaucoup de femmes épousent un homme ou vivent avec un homme pendant longtemps, adoptent ce nom de famille, puis se séparent de l'homme. Que faire de ce nom de famille? La question du nom est souvent compliquée pour les femmes. Elle l'a été pour moi jusqu'à ce qu'il m'apparaisse de façon claire que le nom qui était parfait pour moi, c'était le nom de mon père, Céligère, et le nom de ma mère, Châtelain. Donc mon nom d'état civil, maintenant, c'est Céligère Châtelain. Un nom avec lequel je me sens parfaitement bien. Mais ça m'a mis 60 ans à le trouver. T'as ta main gauche qui s'est mise à trembler après la mort de ta mère. Ça fait 12-14 ans maintenant. Quelque chose comme ça. T'étais là quand elle est partie. Oui. Elle est partie dans la chambre de ses petits-enfants. C'est beau quand même. La chambre qui était celle de ses petits-enfants, oui. Je suis vraiment contente que ma mère ait pu passer ces dernières années de vie chez moi. Pour moi, c'était un peu la même victoire que d'avoir un fils qui naisse à la maison. Naître et mourir chez soi. T'étais une pionnière quand même, hein, parce que faire mourir les gens chez soi, ça semble un peu normal, mais accoucher à la maison, c'est un peu plus difficile à croire pour les femmes. Elles ont peur. Oui, c'est plus tabou dans notre société, mais c'est vraiment en train de changer assez rapidement. Nous, on a une collection naissance dans laquelle on a plusieurs bouquins qui sont des grands classiques. Et là, on s'apprête à en sortir plusieurs nouveaux. Et il y a vraiment un frétillement autour de ce sujet qui est vraiment dans l'air. Ça va de pair avec la redécouverte ou la reconnexion de bien des femmes avec leur propre puissance. Avec le féminin sacré, comme on dit. Oui, parce que c'est quand même une situation très particulière que la plupart des femmes accouchent avec un praticien de sexe masculin. Ouais. Et à la hauteur du praticien, couché, alors qu'on est beaucoup mieux assise. Alors justement, dans ton livre, tu dis que dans certains peuples, ils prennent du chanvre pendant l'accouchement pour faciliter l'accouchement. C'est pas dans certains peuples, c'était y compris chez nous, jusque dans les années 50, les manuels d'obstétrique recommandaient le chanvre indien, comme on disait à l'époque. Donc ça ne recommandait pas de le fumer, ça recommandait de le prendre comme on le prenait jusque vers le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire en teinture mère. Donc ça a été interdit, ce fameux chanvre, il a été interdit quand exactement en France? Ça s'est fait progressivement, mais on l'a retiré de la pharmacopée dans les années 50, c'est-à-dire que depuis les années 50, il n'est plus considéré officiellement comme un médicament. Et quant à l'interdiction elle-même, en France, c'est en 1970 qu'on a voté une loi qui prévoit des peines de prison sévères pour les gens qui oseraient en fumer, en consommer, en faire pousser, en acheter ou en vendre. Chanvre et cannabis, c'est la même chose? Chanvre, c'est un mot français, cannabis, c'est le nom latin. D'accord. Toutes les plantes ont un nom latin, c'est le nom latin du chanvre. Alors tu dis dans ton livre, à la fin du livre, il y a toute cette partie sur les cannabis cups qu'on va aborder un peu plus tard, qui sont passés à Amsterdam. Tu parles d'un certain Erreur, H-E-R-E-R. Il avait conçu une belle histoire sur le chanvre, justement.
c'est du cannabis à basse teneur en THC. Donc cette belle histoire ce chanvre constituait une ressource naturelle si extraordinaire que Dupont de Nemours pour le nylon, Hearst pour le papier, s'était senti menacé par lui. Selon Erreur, c'est pour cette raison cachée que la marijuana avait été prohibée. C'est une séduisante histoire, mais le coton était déjà là, il avait remplacé le chanvre. Oui, c'est une histoire de complot qui a séduit le monde parce que elle repose sur deux réalités. L'une, c'est que la loi empêchait de parler librement du cannabis, du chanvre, et d'autre part, qu'il y a une prise de conscience généralisée du fait qu'il faut qu'on fasse gaffe à nos fesses, je veux dire. Par rapport à la crise écologique généralisée, c'est l'écologie et le désir de certains de pouvoir parler librement du cannabis ont été les deux bases qui ont fait que des millions de gens sont partis à fond la caisse sur cette histoire. À l'époque. Parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'États américains qui acceptent le cannabis thérapeutique ou le cannabis récréatif, et que finalement, ils sont même cotés en bourse, ceux-là. Donc c'est quelque chose qui commence à intéresser certains. Oui, on a eu des décennies de prohibition, et de plus en plus de régions du monde commencent à mettre en œuvre l'après-prohibition, qu'on appelle la légalisation. Et la légalisation, c'est un terme qu'on a, je crois, mal compris. On a pensé que la légalisation, ça voulait dire la liberté, alors qu'en fait, la liberté, ce serait plutôt la dépénalisation. Parce que la légalisation, dans la pratique, on le voit au Canada, ça veut dire tout un tas d'un arsenal de lois. Juridiques. Oui. Alors, tu as écrit en 93, le cannabis est-il une drogue? Oui. Et tu as écrit pourquoi et comment cultiver du chanvre avec, sur la couverture, l'Ève de Durer cachant sa nudité derrière la fameuse feuille de chanvre. Donc ça, c'est tes deux premiers livres. Enfin, tes deux premiers livres sur ce sujet, parce que tu avais écrit dans des revues nautiques, je crois, tu avais écrit des articles. J'ai écrit un livre, mon premier livre, c'était Le Grand Départ et la vie sur l'eau, qui est paru chez Albin Michel. J'ai écrit des livres sur d'autres sujets, mais c'était là mes deux premiers livres sur ce sujet-là. Parce que quand tu es arrivé en France, tu t'es rendu compte à quel point le cannabis était décrié, et tu as essayé de... On a eu pendant des années de véritables campagnes de désinformation sur le sujet. Oui, on a l'intérêt pour ses propriétés médicinales, c'est encore considéré comme suspect. Moi, je sais que ma mère, est en fin de vie, elle a des douleurs partout, et je lui donne le fameux CBD, là. C'est difficile de dire si ça lui fait quelque chose, parce que comme elle n'est pas capable vraiment de nous dire si ça marche, mais j'ai l'impression que ça la calme. Donc en France, maintenant, on a quand même ces boutiques qui marchent pas mal. Oui, les boutiques de CBD. CBD, ça veut dire? C'est le nom raccourci d'un cannabinoïde qui n'est pas psychotrope, contrairement au THC, qui est le cannabinoïde qui intéresse les fumeurs. Oui, donc elle, j'ai l'impression que ça la soulage. Paraît-il que ça soulage toutes les pathologies un peu embêtantes, même assez dures. Et puis il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de surdosage. Il n'y a pas de dose létale. C'est pas vendu en pharmacie, c'est encore vendu dans des officines, comme la Maison du Bonheur, je crois, qui n'est pas très loin de République. Tu as fondé une maison d'édition quand tu es revenu à Paris, la ville de ton enfance, donc, avec Tigrane, qui est le troisième homme de ta vie, il y a 19 ans. Cette maison d'édition est plus basée sur tout ce qui est naturel, sur... Oui, les plantes, le chamanisme, le channeling, qu'on appelle souvent canalisation en français, le jardinage urbain, ce genre de choses-là. Beaucoup de témoignages aussi. Alors on dit de toi que tu es une activiste pro-légalisation.
C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu es une activiste pro-légalisation? Je me perçois pas comme une activiste, je me perçois comme quelqu'un qui écrit. Et typiquement, je ne cherche pas à écrire sur le cannabis. Je ne cherche plus, je voudrais dire, à écrire sur le cannabis en lui-même. Je cherche à transmettre le plus fidèlement possible ma propre expérience, ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui, quoique tu ne nous racontes pas tes envolées. Hein. Dans le livre, il n'y a pas. C'est un livre où tu racontes ton expérience de femme, tout ça, mais tu ne nous racontes pas les effets que ça te fait. Tu n'en parles pas. À part le fait que ça te soulage, je veux dire, tu nous emmènes pas dans des délires de. Qu'est-ce que ça te fait finalement? Ça te calme, ça te fait voir la vie autrement? Non, moi je ne suis pas très branchée CBD, je ne suis pas très branchée sur le côté calmant. Les variétés qui m'intéressent, au contraire, c'est des variétés stimulantes qu'on regroupe dans une famille qu'on appelle des sativas, et en particulier les Haze, HAZ2, qui est une sous-famille. Et ce qui m'intéresse, c'est le côté stimulant, c'est les idées qui arrivent d'on ne sait où. Oui, mais ces idées, elles vont très vite. Hein. Est-ce qu'on peut les arrêter? Le problème, c'est que ça fuse dans la tête, mais... Tu vois, si on te demande de décrire l'effet du café, par exemple, c'est pas complètement évident. Non, surtout qu'on ne se rend pas compte que ça nous fait de l'effet quand on en prend pendant des années. C'est un peu pareil avec l'herbe. C'est plus subtil que ce à quoi la plupart des gens s'attendent. Donc il n'y a pas des choses énormes à raconter. Donc on n'en parlera plus. Tu as quand même rencontré un espèce de croisé anti-cannabis quand tu t'es retrouvé à signer des livres, je crois, quelque part. Comment il s'appelle cette... Gabriel Nahas. Oui, Gabriel Nahas. Oui, qui était un scientifique, un professeur de médecine, qui avait une véritable croisière. Non, pas une croisière, une vraie croisade. Une haine. Anti-cannabis, et qui était prêt à faire tout ce qu'il pouvait, tout ce qui était en son pouvoir, pour descendre en flammes cette plante dont son père, qui était égyptien, lui avait bien dit qu'il fallait s'en méfier. Et donc, ce qui le rendait d'autant plus dangereux, c'est qu'il était conseillé auprès de l'OMS, qu'il était conseiller de plusieurs présidents américains et français, et qu'il avait mis au point une méthode permettant de disséminer des idées fausses, apparemment basées sur la science, concernant le cannabis. Et tu as écrit un article contre lui. Donc j'ai écrit un article pour expliquer tout ça. Ça lui a pas plu. Il m'a poursuivi en justice. Tu t'es retrouvé au Quai des Orfèvres. Non, le Quai des Orfèvres, c'était une autre histoire. Épisode. Donc c'est ça le côté activiste, hein, quand même. Hein. C'était aussi l'époque du Maxiton à l'époque. Hein. Il y avait quand même des drogues, il y avait le Coridrane, il y avait le Maxiton. Ça, c'est les années 50. Oh, même plus tard, 66, 60. Deuxième partie de C'est au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Vous êtes ce soir avec la grande dame du cannabis qui se dévoile, Mishka. C'est le titre de son livre aux éditions Mama Édition. À Vancouver, il y a des dispensaires. Tu nous racontes beaucoup ta vie au Canada. Il y a des dispensaires qui dispensent de l'air. Des dispensaires où ils vendent du cannabis. Comment ça se passe? Par exemple, moi j'ai été dans un dispensaire sur la 4e avenue qui n'existe plus depuis, mais que j'aimais bien. Donc j'ai donné ma carte d'identité, ils l'ont prise, ils m'ont marqué sur leur registre. Je suis devenue membre. Et à partir de là, j'ai pu choisir parmi les herbes qui étaient en vente, celles que je voulais acheter. J'aimais bien ce dispensaire justement parce qu'il avait des sativas et des haies. Et donc c'est fini ça. Tu dis qui se souvient de la qualité des herbes des années 70 avant l'introduction des indicas et l'hybridation générale qui suivit? Les herbes de maintenant n'ont rien à voir? La tendance maintenant, c'est que l'herbe qui traditionnellement était importée par exemple du Mexique ou des pays africains, maintenant l'herbe est cultivée en Europe, dans les pays occidentaux. Elle est cultivée en intérieur. Avec des lampes? Avec des lampes. Et donc les cultivateurs cherchent des variétés qui vont mûrir vite et qui se prêtent à être cultivées en intérieur, c'est-à-dire qui ne sont pas trop volumineuses. Oui. Parce que ça monte combien? Ça monte à 2 mètres ces choses-là, non?
Ça dépend, tu as des variétés qui peuvent monter à 3-4 mètres. Donc c'est ces critères-là qui ont guidé la sélection des cultivateurs plutôt qu'un type d'effet plus stimulant, plus créatif. Alors il y a ces dispensaires à Vancouver et puis le premier High Times Cannabis Cut à Amsterdam en 80. Oui. Tu y étais? Oui. Alors que c'était encore la... J'ai un côté exploratrice. Non mais il fallait déjà le savoir. J'adore défricher, j'adore les débuts. Donc c'était génial pour moi de participer à la naissance de ce phénomène. À Amsterdam. À Amsterdam, mais avec des Américains. Il y avait beaucoup de monde? Non, il y avait 20 personnes. 20 personnes. Oui, tu parles que je ne sais plus si c'est là où ça se passait en étage, dans un appartement, c'était celui-là. Oui, c'est ça. Alors qu'après, en 83, je crois, ça commence vraiment à être ouvert au public. Ça commence à être ouvert au public, ça devient de plus en plus glamour, il y a des chaînes de télé qui s'y intéressent, des gens qui viennent des États-Unis par centaines, jusqu'à 2000 une année. C'est en 93 que c'est devenu public. Donc c'était vraiment exciting pour moi de rencontrer les activistes américains qui étaient invités à cet événement. Il y avait des Australiens aussi, il y avait du monde entier, non? Oui, surtout des Américains quand même. Est-ce que tu peux nous parler de Jack Hager, L'Empereur est nu, qui est un livre qui est paru en 85? Ça, c'est lui dont on parlait tout à l'heure à propos de sa théorie complotiste, comme on dit maintenant. Sur le chanvre? Oui. Et sur Dupont-Nemours? Oui. Bon, il est parti, ce homme-là, je pense qu'il n'est plus de ce monde. Non, il n'est plus de ce monde. Donc, dans ces Cannabis Cup, vous pouviez goûter, vous pouviez voter pour les meilleures herbes. Ça se fait toujours, ça? Oui, ça se fait toujours. Ce qui s'est passé en Hollande avec les coffee shops, ça a été vraiment important dans l'histoire moderne du cannabis parce que les Hollandais ont apporté la preuve qu'on pouvait vendre du cannabis dans des magasins et que tout se passe bien. Ils ont été les premiers à le faire. Et ça, c'est... Et pourquoi, à ton avis? Parce que c'est un peuple pragmatique et qui se sont rendus compte que le cannabis n'était pas dangereux. Et donc, ils ont demandé à la police d'accorder une faible priorité aux poursuites par rapport au cannabis. Maintenant, on fait du tourisme pour ça et pour aller voir les dames dans les vitrines. Là, il paraît qu'ils vont essayer de... C'est comment ils commencent à se plaindre parce qu'il y a trop de touristes. J'espère que ça ne va pas changer. Et longtemps que tu es allé à Amsterdam, ça existe toujours, ces Cannabis Cup? Les Cannabis Cup ont bougé, elles sont plus... À Amsterdam? À Amsterdam, il y a moins de coffee shops qu'il y en avait à une époque, mais il y en a encore peut-être 200 ou 300. Ah, quand même. Donc les Cannabis Cup, elles se font maintenant aux USA, en Angleterre? Oui, elles se font dans les endroits où c'est légal, c'est-à-dire beaucoup aux USA, ou dans des endroits où c'est toléré sans être légal. J'ai un peu décroché par rapport à tout ça. Oui, tu vas plus. Alors, à un moment, quand même, on a parlé de toi quand justement tu étais avec ce fameux Abbas, c'est ça, ce monsieur qui t'embêtait, là, ce professeur de médecine qui était contre le cannabis. On a parlé de toi comme Jeanne d'Arc sur son bûcher. Oui, c'est parce que le journal High Times, qui est le magazine des fumeurs depuis des décennies, m'avait reproduit comme Jeanne d'Arc. C'était un dessin en double page, donc ça frappait les esprits. Il y a rarement des dessins dans les pages de High Times. C'était un dessin en double page où j'étais au bûcher en train de flamber. Et qu'est-ce qu'il y avait comme légende? Jeanne d'Arc sur son bûcher? Il n'y avait pas une légende, il y avait un article qui allait avec. D'accord. Alors c'est comme la couverture de ton livre où on te voit, c'est une magnifique photo, mais on te voit avec un joint. Et en vérité, tu ne fumes pas ce genre de joint. D'abord parce qu'il est très gros. À la rigueur, ça serait un stick. Et surtout, tu fumes directement dans une petite pipe. Tu vois, ils t'ont quand même mis avec un gros joint sur la couverture. Oui, c'est symbolique. Alors que finalement, on aurait dû te mettre une petite pipe dans la main. Oui, ce serait moins pictural. Pourquoi tu n'as jamais voulu apprendre à conduire? J'ai voulu apprendre à conduire. J'ai appris à conduire sur les routes de montagne au Canada, près de
près de la cabane. Et j'ai jamais passé le cap d'apprendre à conduire sur une route avec plein de voitures. Et sans doute parce que j'ai toujours été avec des hommes qui adoraient conduire. Donc c'est facile de se laisser conduire aussi. Hein. Oui, c'est ça. J'ai la réponse. Tu avais créé le musée du fumeur avec Tigrane de 2001 à 2011. Pourquoi il a fermé? Il n'y avait pas assez de visites? Parce qu'il est venu un moment où on ne pouvait pas se partager entre ce musée du fumeur et la maison d'édition, et on a choisi la maison d'édition. Ça faisait trop de donc travail. on a vendu le musée du fumeur. Il n'existe plus? Ou il y a quelqu'un qui l'a repris? Il n'existe plus tel qu'il était. Il existe toujours comme une sorte de temple de lava. D'accord. Alors que moi, ce qui m'intéressait, au contraire, c'était le rapport aux plantes qui se fument. Donc principalement le tabac, le cannabis et quelques autres. On va passer à ta vie personnelle. Tu dis que dans un livre que tu as écrit qui s'appelait De la main gauche, tu t'es beaucoup dévoilé et que tes proches et tes amis étaient aussi un peu dedans. Là, tu as beaucoup d'amis dans Mishka, simplement le livre Mishka. Mais tu fais très attention à ce que tu dis. Tu n'es pas obligé de répondre. Je pense que tout écrivain qui écrit sur soi-même, À la troisième personne. à la troisième ou à la première personne, ça ne change rien. Dès qu'on écrit sur soi-même, on se trouve amené à écrire aussi sur les gens qui vous entourent. Et donc c'est une situation délicate. Et je pense qu'avec le passage du temps, je suis devenue suffisamment bienveillante pour que je puisse le faire sans que ça pose de problème. Alors pourquoi la troisième personne? Pourquoi pas utiliser le je? Tu fais référence au fait que dans ce livre, il y a de la troisième personne et de la première personne. Il y a surtout de la troisième personne. Oui, c'est comme ça que ça me vient, les phrases m'arrivent dans la tête et je les transcris. Et puis bon, ce livre, il est quand même écrit que c'est qu'une partie, puisque tu dis que tu l'as fini il y a 2 ans, et à la fin de la première partie, avant que tu abordes tout ce qui se passe dans les Cannabis Cup, tu dis: Amis lectrices, amis lecteurs, si tu as aimé cheminer de concert avec moi, je te donne rendez-vous pour la suite de ce livre à paraître à une date encore inconnue. Et tu dis que la dernière partie de ta vie va être une apothéose, c'est ce qu'on va évoquer dans cette émission, sur cette fin d'émission. Donc tu es en train de l'écrire, la deuxième partie de ce livre? J'ai commencé à écrire des petits morceaux de briques et de broc. Est-ce que tu vas l'écrire à la première personne? Je ne suis pas sûre encore de ce qui va se passer, mais j'ai une tentation de... Ok, on va faire un petit retour en arrière. Comme tu l'as remarqué dans ce livre-là, j'aime bien faire des allers-retours entre le présent et le passé. Ce qui peut être parfois un peu déconcertant pour le lecteur. Et j'aime bien l'effet patchwork que ça crée. Et là, je commence à me dire que j'aimerais bien faire cela, mais encore plus dans le suivant. C'est-à-dire vraiment aller plus loin dans le côté patchwork. Traiter de la même façon des événements qui sont passés il y a longtemps et des événements qui se passent maintenant. Et des événements qui se passeront plus tard. Tu peux pas les insérer dans ton livre? Est-ce que tu vois le futur aussi? Ça peut être une bonne manière de le faire venir. Oui, le rapport au futur est toujours complet. Parce que dans ce livre-là, tu le cherches, hein, tu cherches l'amour. Il y a toute une histoire sur l'amour avec des phrases merveilleuses. Après, tu vas rencontrer, il s'appelle Jean de Dieu, oui. Au Brésil, et tu lui demandes une histoire d'amour. Tu lui dis que finalement, passé un certain âge, tu as 73 ans, 75 ans, 73. À l'époque. À l'époque, tu avais 73 ans. Donc, tu dis que passé un certain âge, c'est pas forcément un amour, c'est pas forcément avec le corps qu'on fait l'amour, mais avec l'âme. Donc, tu dévoiles quand même beaucoup de choses dans ce livre. Oui, c'est le but de la manœuvre. Pour moi, la mise à nu, l'authenticité sont cruciales. De reconnaître qu'on peut encore avoir à nos âges. Alors, on en parle justement de Jean de Dieu. C'est une amie à toi qui t'en parle. Au début, tu n'y crois pas trop, puis finalement, tu y vas 2 fois. Tu y vas une première fois, je ne sais plus en quelle année. Moi non plus. Bon. Pas crucial. Bon, tu vas une première fois. Effectivement, j'y vais 2 fois. Je trouve là-bas quelque chose d'assez génial. C'est-à-dire des gens qui sont portés par la foi. Et la foi, ça n'a pas forcément un sens religieux. Ça peut être la foi dans la guérison, la foi dans leur propre guérison. Et tu touches vraiment du doigt là-bas à quel point cette foi est fondamentale dans le processus de guérison. Il faut rappeler quand même que lui,
Il a vu Sainte Rita, il avait 14 ans, c'est ça, c'est quelqu'un qui a eu une vision quand il avait 12 ou 14 ans, je ne sais plus. Il a vu Sainte Rita qui lui a dit de faire ce qu'il était en train de faire. Donc tu y vas une première fois. La première fois, tu demandes pas, tu demandes une guérison, puisque tu lui demandes une guérison pour un cancer de la peau et un Parkinson, qui t'embêtait royalement. Cette main qui tremblait après la mort de ta mère, c'était, on peut dire, un Parkinson. Tu lui demandes et tu expliques exactement comment ça se passe. C'est quand même c'est une belle aventure. Tu es resté 3 semaines ou 2 semaines? 2 semaines. 2 semaines. La première fois, tu pleures beaucoup. Oui, il y a un processus de nettoyage. Il y a des bains de cristaux, il y a des... c'est étonnant, tu décris quand même vraiment ce qui s'est passé. Il te donne tout un traitement à faire en revenant. De mémoire, il faut que tu tiennes un cristal dans ta main pendant 20 minutes par jour, pendant un mois. Tu le fais encore? Non. Non. Il est où ce cristal? Dans mon tiroir près de mon lit. Parce qu'il a des choses à te dire, ce cristal. Tu as mis plein de choses dedans. Ouais, bonne idée, je vais y retourner. Ouais. Et il te fait prendre des gélules aussi, je ne sais plus, de millepertuis, je crois. C'est Passiflore. Passiflore. Mais c'est pas pour la Passiflore, c'est que la Passiflore est le support d'un soin énergétique. Ça Passiflore, ça porte bien son nom aussi, hein. Ça passe quelque chose. Mais c'est pas ça finalement qui te guérit vraiment. Peut-être le cancer de la peau, je ne sais pas. T'as pas été jusqu'à la... Dire cancer de la peau, ça a l'air vraiment d'un truc majeur, alors qu'en fait, d'un petit bouton. Donc t'as pas eu besoin de chirurgie? Non. Non. Et sur le Parkinson, après tu rencontres dans un train, tu rencontres un homme qui est neurologue. Oui. Oui. Et là, il te trouve peut-être une... Tu voulais absolument pas passer à la médecine traditionnelle, on peut dire à l'allopathie. Mais il te donne un traitement. Tu l'as arrêté, ce traitement? Non, il ne me donne pas un traitement, il me conseille d'aller voir un neurologue parisien. Et j'y ai été, alors que j'avais tourné le dos résolument à la médecine occidentale par rapport à ce que j'aime appeler mes symptômes. Je n'aime pas le mot maladie, j'aime pas qu'on donne des noms aux symptômes, parce que ça finalement, ça fige la situation, alors qu'on a besoin au contraire qu'elle reste fluide pour pouvoir évoluer. Et donc ce traitement, il te le donne, tu le prends? Il me le donne, je le prends et c'est le jour et la nuit, ça m'améliore énormément et c'est une leçon d'humilité pour moi. Et tu le poursuis? Oui. Alors tu te nourrissais aussi d'un extracteur de jus, tu te nourris chaque matin avec un demi-pied de céleri en branche, un bouquet de coriandre frais, une pomme et 3 gousses d'ail. Ça te fait du bien, ça? Oui. En fait, je suis un protocole maintenant, un protocole de nettoyage par rapport aux métaux lourds. Et donc, je commence la journée par un jus de céleri que je fais moi-même. Donc, en fait, c'est un pied de céleri entier. Et puis, j'attends une demi-heure et j'absorbe un smoothie qui contient plusieurs éléments qui sont nettoyeurs par rapport aux métaux lourds, qui sont les myrtilles sauvages, la coriandre fraîche, la dolce, qui est une algue de l'Atlantique, de la poudre d'herbe d'orge. Et ça, tu trouves ça où, tout ça? Dans les magasins bio, chez Picard pour les myrtilles sauvages. Donc tu as une cuisine assez étonnante. Tu as essayé aussi le jus congelé de cannabis pendant 1 mois, mais ça t'a rien fait. Le jus congelé de... Ça, c'est pas chez Picard. Hein. Jus congelé de cannabis. Pas encore, mais ça va venir. Le souvenir que tu gardes de Jean de Dieu, là, Jao des Dieux, il semblerait qu'il soit sorti de prison quand même, qu'il l'ait relâché. Oui, c'est très compliqué cette histoire-là. Mais est-ce qu'il a le droit de refaire ses soins? Non, je ne crois pas qu'il ait une mise en liberté qui lui permette de revenir à ce qu'il faisait auparavant. C'est très compliqué, il y a en tout cas des histoires politiques qui se mêlent à tout ça. Donc c'est très difficile de se faire une opinion sur la réalité des choses. On apprend qu'à partir de l'âge de 52 ans, il ne fait plus d'opérations. C'est-à-dire qu'il donne des soins, mais... C'est pas son âge à lui dont il s'agit. Non, notre âge à nous, des patients. Oui. 52 ans, c'est jeune quand même. C'est jeune, 52 ans. C'est très relatif, l'âge. En tout cas, moi, je ne peux pas faire de commentaires sur ce choix qui n'est pas le mien. Donc finalement, tu le vois, il t'a touché? Est-ce qu'il m'a touché? Pas, non. Il t'a regardé?
Oui. Il t'a regardé, il t'a écouté, parce que quand t'es revenu la deuxième fois, il se rappelait un peu de... C'est extraordinaire. C'est pas lui qui se souvenait, c'était l'interprète. C'était l'interprète. Mais bon, c'est l'interprète qui est extraordinaire, parce que ta question, elle était quand même pas commune. La question à laquelle je crois que tu fais allusion, c'est celle où Tu demandes si tu peux fumer. si je peux continuer à fumer de l'herbe en faisant mon traitement, alors que tout le monde me disait que les gens qui travaillaient avec lui me disaient non, non, pas du tout, interdit et tout. Et lui m'a dit oui, ok. Dans les dernières années de sa pratique, il voyait plusieurs centaines de gens par jour. Donc il y a tout un système autour de lui qui organise le flux des visiteurs pour que ce soit aussi efficace que possible. Il disait qu'on est tous des bourreaux dans une vie et victimes dans une autre. C'est lui qui disait ça. Non, c'est pas lui qui dit ça, c'est frappant parce que c'est quelque chose que disent tous les Chanel, les gens qui font des canalisations. Quand tu rentres du Brésil, tu vis sur un nuage, tu prends tes gélules, tu bois de l'eau fluidifiée. C'est quoi cette eau fluidifiée? Tu sais, l'eau peut être informée, l'eau a une mémoire, et donc de l'eau fluidifiée, c'est comme ça qu'ils appellent l'eau qu'ils ont informée, qu'ils ont rendue soignante, on va dire. Ouais, tu parles d'une japonaise contaminée lors du Fukushima, qui en boit entre 13 et 20 litres par jour et qui a été guérie. Donc cette eau, tu te l'as préparée toi-même? Tu t'en rapportes une bouteille et après tu la mets dans une carafe et tu vides jamais complètement ta carafe. Tu en laisses toujours un peu avant de la remplir pour que le peu que tu laisses dedans informe la nouvelle eau que tu mets dans ta carafe. C'est comme s'il y avait une eau mère et qu'une goutte suffise à... Donc ça, tu continues à le faire ou pas? Oui, c'est ce que tu viens de voir. Ah, j'ai bu de l'eau fluidifiée. Ton ami Camille soutient que tu as l'art de ne pas fournir de réponses, mais de poser de bonnes questions. Est-ce que tu peux me poser une question alors qui soit bonne? C'est des questions en réponse. C'est toi, tu me poses une question. Oui, moi je te pose des questions. J'aurai une bonne question à te poser en retour. Eh bien, sur ton mantra, tiens. Ton mantra qui est d'une façon ou d'une autre, ce sera bien. Ça, c'est ton mantra. D'une façon ou d'une autre, ce sera bien, quoi qu'il arrive. Tu veux être clair dans tes intentions sans t'attacher au résultat. Mais ton mantra, d'une façon ou d'une autre, ce sera bien. Pourquoi ce mantra? Parce que c'est le lâcher-prise de base. Au lieu de vouloir tout organiser comme je l'ai fait dans la première partie de ma vie, c'est d'accepter que d'abord qu'il y a des guides et que plus on fait confiance à l'univers, plus l'univers nous envoie des gens et des événements qui nous conviennent. Que ta volonté soit faite. C'est un peu too much pour moi de l'exprimer comme ça, ouais. C'est une façon qui me convient, mais au fond c'est la même idée, j'imagine. Ouais. Donc voir le bon côté des choses, faire la liste des gratitudes et des bénédictions qui t'entourent, même les plus mineures. Quand ça va pas bien dans ta vie, se raccrocher à ce qui va bien. Oui, parce que pour moi, ma pratique depuis des dizaines d'années maintenant, c'est de faire en sorte de rester à un haut niveau vibratoire. Et quand il y a quelque chose qui te fait chuter de ce haut niveau, tu ne peux pas remonter d'un seul coup, tu peux remonter que graduellement. C'est pour ça que c'est super important de penser à des petites choses, faire immédiatement le tour de ce qu'il y a autour de toi, un rayon de soleil, un sourire, une fleur, qui déjà te remettent dans la voie du retour vers le haut niveau vibratoire. Ta cabane au Canada, tu n'as pas pu aller cette année, mais tu voulais quand même transformer la maison de Hugues, qui habitait à côté, qui avait une maison assez proche de la tienne, qui n'avait pas servi depuis des lustres. Est-ce que ça s'est fait, ça? Partiellement, oui. J'ai des amis qui n'y habitent pas, mais qui passent du temps régulièrement. Dans ton livre, c'est toute cette histoire aussi avec toutes les bêtes qui sont autour, tout ce que tu as essayé de faire pour faire de la culture, que ça n'a pas vraiment marché, à cause des bêtes qui venaient manger tout aussi. Oui, quand tu es dans la forêt et que tu fais pousser des choses pour les manger, elles se font manger par le peuple de la forêt. Et pendant que tu n'es pas chez toi, tu as tout un tas de rats qui s'installent. C'est un peu cru quand on dit ça comme ça. C'est des rats de la forêt, ce qui est un peu différent des rats des villes. Ils font pas trop de dégâts. Et qui font des dégâts terribles.
Mais qui gardent la maison, ce sont les gardiens du temple. Il y a des périodes comme ça. Pendant des années, la maison pouvait rester vide et il n'y avait pas de pack rats, qui est leur nom. Et puis pendant plusieurs années, il y en a eu, c'était un vrai problème d'année en année. Et puis à nouveau, il n'y en a plus. C'est des cycles. Tu as vécu quand même quelques années, hein, 5-6 ans d'affilée, y compris les hivers. On va revenir sur tes hommes. Tu as beaucoup pratiqué avec tes hommes l'indifférence d'âge, avec les 3 hommes qui ont compté dans ta vie. 14 ans de moins que le premier, 8 ans de plus que le deuxième, 26 ans de plus que le troisième. Et c'est cette phrase que je répète, avec l'âge vient parfois le moment où on ne fait plus l'amour à un corps, mais à une âme. C'était une demande que tu avais fait à Jean de Dieu. Si tu devais le revoir maintenant, tu lui referais la même demande? Comme beaucoup de gens qui vivent seuls, j'ai tellement bien apprivoisé la vie en solitaire que j'y prends en quelque sorte plaisir. Donc, on verra bien. Je ne suis pas acharnée d'une façon ou d'une autre. C'est quoi le mot breeder, B-R-E-E-D-E-R-S, breeder? En français, ce serait éleveur. Mais en français, ça a pris un sens qui s'applique plus aux animaux qu'aux végétaux. Un breeder, c'est quelqu'un qui choisit consciemment, comme le font finalement tous les jardiniers ou tous les éleveurs, le père et la mère qui vont croiser ensemble pour obtenir un certain résultat. Si c'est des moutons, peut-être qu'on veut des moutons à poils plus longs, à cornes moins ceci, à je ne sais quoi. Si c'est de l'herbe, peut-être veut-on des variétés qui poussent plus vite ou au contraire des variétés qui ont un effet spécialement appréciable. Et un breeder, c'est quelqu'un en tout cas dont la spécialité c'est de choisir le père et la mère qui vont donner naissance à un individu désiré. Ok, donc c'est des breeders qui ont créé une herbe qui porte ton nom, comme les roses portent le nom de certaines femmes ou certaines personnes. Tu as une herbe qui s'appelle maintenant Mishka. Ce sont des breeders, tu les connais? Je ne connais pas le breeder lui-même, je connais la compagnie pour laquelle ce breeder travaillait, car d'après ce que je comprends, il n'est plus de ce monde. Mais je dois dire que j'ai été assez flattée, assez honorée. Tu as dit à condition que ça me plaise. À condition que ce soit une variété qui me plaise. Ça aurait été terrible d'avoir une variété qui s'appelle la Mishka et que ce ne soit pas une variété que j'aime. Donc d'abord, il fallait que je la goûte pour pouvoir donner mon accord. Et c'est ce qui a été fait, j'ai donné mon accord et ils l'ont commercialisé. Alors on ne donnera pas dans cette émission la façon d'aller acheter de la drogue, hein. C'est pas le but, vous vous débrouillerez comme vous voulez. L'intérêt c'était d'en parler, de se rendre compte que dans certains pays, elle est pratiquement libre. Qu'en France, on a quand même laissé rentrer le CBD et qu'on peut peut-être avoir un autre regard sur cela. Ça va venir en France, mais ça met longtemps. Et ça ne peut pas ne pas venir parce que c'est un phénomène mondial. Je crois qu'en Belgique, c'est déjà là, non? J'ai vu que récemment, le maire de Bruxelles vient de demander la légalisation. Oui, du moins pour le thérapeutique. Et le chanvre, finalement, au niveau, on reprend des vêtements en lin. Le lin est beaucoup revenu, mais le chanvre, quand est-ce qu'on aura le droit de cultiver du chanvre dans son... Mais on cultive du chanvre à basse teneur en THC en France. On en a pratiquement toujours cultivé, essentiellement pour faire du papier, pour faire des papiers fins comme ce qu'on appelle le papier Bible, qui est un papier comme le papier à cigarette, ou même pour faire du papier à cigarette. Oui, c'est bon. C'est paradoxal parce qu'on utilise du papier fait avec du chanvre pour fumer du tabac. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Donc le livre Mishka, M-I-C-H-K-A, est publié aux éditions Mama Édition. Vous ne pouvez pas la rater. Elle est là sous fond noir, assez éclairé, juste son visage, avec une cigarette un peu spéciale à la main. Et elle sourit pas mal. Tu l'aimes bien cette photo? Tu as pensé quoi de ce livre? J'ai pensé que c'était intéressant parce que j'en sais beaucoup plus sur toi maintenant qu'avant. Parce que tu as vraiment raconté toutes tes histoires d'amour, tes histoires de manque. Quand tu as été voir Jean de Dieu, ce que tu lui as demandé, c'est ce que tu avais besoin. Et puis il y a des photos qui sont pas mal au milieu. Il y a tout un album photo intéressant. Et puis la troisième partie, c'est l'histoire du cannabis en Hollande, on peut dire, en Europe. Comment ça s'est ouvert. Et puis on attend la suite. Elle va venir, c'est la seule chose que je sais. Et t'écris pas autre chose entre-temps? Entre-temps, je passe beaucoup de temps, le plus clair de mon temps, à travailler sur d'autres livres pour Mama Édition. Les traductions?
Non, j'ai plus le temps de faire des traductions, sauf celle, je continue. Il va y avoir un set qui va sortir bientôt qui s'appelle la nature de la psyché, son expression humaine, qui est génial. Donc ça te prend beaucoup de temps? Ça me prend beaucoup de temps, oui. Le plus clair de mon temps passe dans la maison d'édition. Jusqu'au moment où, une fois de temps en temps, j'entre en écriture, comme je dis, c'est-à-dire que je me mets à écrire et d'un seul coup, c'est ce qui compte le plus et tout le reste devient secondaire. Et ça dure le temps que ça dure, souvent 1 an. Oui, tu nous racontes un moment où tu écris, puis je sais pas, t'es à Paris, là, t'es vers le métro Voltaire et tu pars, et tu te paumes, tu te retrouves, tu pars faire une balade et bon, tu fumes un petit truc, je sais pas ce que tu avais pris avant, et tu te paumes dans l'île Saint-Louis, tu es incapable tu sais plus comment tu es revenu. En fait, j'avais pris une friandise cannabique qui oui, m'avait été offerte par 2 jeunes femmes très sympathiques. Un chocolat. Un chocolat. Donc faites attention quand on vous offre des chocolats. On peut en trouver des chocolats comme ça? On trouve tout sur Internet. Ah d'accord. Voilà, donc on va terminer cette émission. Si vous êtes friand de chocolat, écoutez, Mishka, c'est une vie hors du commun, comme nous le dit Catherine Deneuve. C'est vraiment pas la même vie qu'elle, mais toutes les deux, vous devez avoir des choses à vous raconter quand même. Mais toutes les deux, on a quand même un certain côté non conformiste. Ah, c'est clair. C'est clair. Donc on se retrouve sur certains terrains. Merci beaucoup Mishka.